Bonsoir tout le monde. Bienvenue et merci de vous joindre à nous pour ce nouveau webinaire intitulé « Le stress et l'épuisement chez les personnes aidantes naturelles ». Je m'appelle Alain Bergeron, je suis bénévole pour Cancer de la vessie Canada depuis maintenant 6 ans et j'ai encore une fois le plaisir d'agir à titre de présentateur et de modérateur pour la présentation de ce soir. Je voudrais aussi vous présenter Madame Teresa Blondin, qui est gestionnaire des programmes de bénévolat et de communication chez Cancer de la vessie Canada, qui est avec nous ce soir. Pendant qu'on laisse encore un peu de temps aux gens pour se connecter, je voudrais juste vous rappeler qu'un volet important de la mission de Cancer de la vessie Canada est de fournir de l'information et du soutien aux gens atteints de cancer de la vessie, mais pas seulement à ceux qui sont atteints de la maladie, mais aussi aux personnes proches aidantes qui prennent soin de ces malades. Bien qu'il y ait de nombreux avantages à prendre soin d'un être cher atteint d'un cancer de la vessie, la majorité des personnes proches aidantes se déclarent se sentir stressées ou épuisées. Alors, ce soir, nous espérons vous fournir des stratégies pour vous aider à identifier ces sentiments et aussi vous fournir des ressources pour vous aider à vous soutenir dans ce rôle qui est très important et très exigeant. Alors, nous sommes très heureux de nous associer à l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario pour offrir cette séance aujourd'hui. Sachez qu'en plus de la séance de ce soir, Cancer de la vessie Canada offre du soutien pour les personnes proches aidantes par le biais, premièrement, d'un nouveau groupe de soutien pour les personnes proches aidantes anglophones qui se réunit virtuellement le deuxième mercredi de chaque mois. Et deuxièmement, aussi par la publication dans les prochains mois d'un guide à l'intention des personnes proches aidantes. Pour cela, nous sommes très reconnaissants envers M. Stephen Wilson et la communauté des personnes proches aidantes de Cancer de vessie Canada qui ont travaillé très fort à la production de ce guide. Mais avant de vous introduire à notre présentatrice de ce soir, j'ai quelques informations et consignes à vous transmettre. Sachez que le webinaire est en cours d'enregistrement et qu'il sera éventuellement disponible sur le site web de Cancer de la vessie Canada. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder les autres webinaires qui sont disponibles sur le site web. Vos micros et caméras vont rester éteints pendant toute la durée de la présentation. Cependant, nous aimerions savoir avec qui est avec nous aujourd'hui. Alors, donc, si vous le souhaitez, s'il vous plaît, veuillez inscrire votre nom et votre emplacement dans la boîte de discussion, ou plutôt ce qu'on appelle le chat en anglais. La fonction chat se trouve dans les commandes qui sont au bas de votre écran. Il va y avoir une période de questions à la fin de la présentation, mais vous pouvez écrire vos questions dans le chat à tout moment pendant la présentation et on va essayer de répondre à un maximum de questions en fonction du temps qui va rester. De plus, si vous rencontrez des problèmes, écrivez-nous dans le chat et Teresa et moi-même, on va essayer de trouver une solution. N'oubliez pas que les webinaires de Cancer de la vessie Canada contiennent du contenu qui est destiné uniquement au partage d'informations et ne doivent pas être considérés comme des conseils médicaux. Alors, il faut toujours parler avec votre médecin ou votre urologue pour déterminer ce qui est le mieux pour vous. Alors, c'est maintenant le moment de vous présenter notre conférencière de ce soir. L'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario a pour mission de soutenir les 4 millions de personnes proches aidantes à travers l'Ontario, c'est-à-dire des personnes ordinaires qui apportent un soutien physique et émotionnel à un membre de leur famille, un conjoint, un ami ou même un voisin. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mme Roxane Dion-Boudreau, qui est responsable régionale chez l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario. Je suis sûr qu'elle va nous donner des informations qui sont très importantes concernant le stress et l'épuisement des personnes proches aidantes. Alors, Mme Dion-Boudreau, la parole est à vous maintenant. Merci à vous, Alain. Donc, je suis en train de partager l'écran, un petit instant. Et voilà. Donc, bonsoir et bienvenue à tous. Il me fait vraiment plaisir d'être parmi vous ce soir. Donc, comme Alain a mentionné, je suis Roxane Dion-Boudreau et je suis responsable régionale avec l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario. Donc, le nom de notre organisme est long, donc je vais utiliser l'acronyme OSANO à quelques reprises dans la présentation. Donc, la session de ce soir porte sur le stress et l'épuisement chez les personnes aidantes naturelles.
Et comme Alain a mentionné, donc n'hésitez pas à participer tout au long du webinaire en mettant des questions et également des commentaires dans la boîte de discussion. Ça fait toujours une belle interaction là, quand on a des commentaires. Donc, durant le webinaire de ce soir, nous allons en apprendre davantage sur les données démographiques sur les personnes aidantes naturelles, la différence entre le stress et l'épuisement chez les personnes aidantes naturelles, ainsi que les signes et symptômes les plus communs de chacun. Nous allons explorer ensuite des stratégies pour vous aider à identifier quand vous vous sentez stressé ou épuisé et des stratégies pour prendre soin de vous-même. Et nous allons terminer avec des ressources pour vous soutenir tout au long de votre parcours de prestation de soins. Alors, sans plus tarder, démarrons en jetant un coup d'œil aux données démographiques sur les personnes aidantes naturelles. Donc, d'après l'enquête sociale générale de 2012 générée par Statistique Canada, il y a environ 8,1 millions de personnes aidantes naturelles au Canada, donc soit un Canadien sur 4. Maintenant, à chaque année, l'Organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario, on mène une enquête auprès des personnes aidantes naturelles de l'Ontario et on génère le rapport Plein Feu. Donc, d'après notre rapport Plein Feu de 2022, l'Ontario compte environ 4 millions de personnes aidantes naturelles. Donc, ces statistiques incluent les personnes aidantes naturelles âgées de 15 ans et plus. Donc, ce qui est important de noter ici, c'est que la statistique nationale date de 2012. Maintenant, si on voit qu'en 2022, on compte 4 millions de personnes aidantes naturelles seulement en Ontario, on peut donc supposer sans risque que le nombre national est probablement beaucoup plus élevé là, 10 ans plus tard. Et nous savons également que le nombre de personnes aidantes naturelles est souvent sous-représenté. Il y a de nombreuses personnes qui ne connaissent peut-être pas le terme aidant naturel, caregiver, partenaire de soins, proche aidant. Et certaines personnes ne se considèrent pas comme telles. Donc, certains gens vont dire, mais je suis seulement un conjointe, je suis un parent, et ne remarquent pas ou ne s'identifient pas au terme aidant naturel. Donc, je n'ai pas pu trouver là, le nombre d'aidants déclarés dans chaque province, mais j'ai découvert que l'Alberta et la Colombie-Britannique, les deux provinces rapportent 1 million d'aidants dans leur province chacun. Donc, que savons-nous d'autre sur les personnes aidantes naturelles? Bien, les personnes aidantes naturelles sont quand même assez bien réparties entre hommes et femmes. Les personnes aidantes naturelles viennent de toutes les tranches d'âge, mais la majorité ont entre 26 et 65 ans et forment ce qu'on appelle la génération sandwich. Donc, ces personnes sont susceptibles d'un côté de s'occuper d'une personne plus âgée, donc habituellement un parent vieillissant, un beau-parent, tout en élevant une famille et donc s'occupant d'enfants de moins de 18 ans. Donc, ces gens-là sont un peu là, se trouvent pris un peu dans le milieu de ces deux responsabilités. Et la grande majorité des personnes aidantes naturelles ont un emploi et concilient travail et prestation de soins. Alors, comment on définit les personnes aidantes naturelles? Donc, nous définissons les personnes aidantes naturelles comme un membre de la famille, ami ou voisin qui prodigue des soins à quelqu'un sans rémunération en raison de leur fragilité, des soins palliatifs, des maladies de longue durée, du rétablissement à long terme d'un accident ou d'une intervention chirurgicale, d'une maladie dégénérative, d'un handicap physique ou mental ou d'un trouble lié à la vieillesse. Donc, les personnes aidantes naturelles peuvent vraiment être n'importe qui, de n'importe quel âge et de n'importe quelle région géographique. Et il existe de nombreuses circonstances de prestation de soins. Donc, le type de soins, à qui, où et pendant combien de temps les soins sont prodigués varie d'une situation à l'autre. Donc, il peut y avoir plusieurs bénéfices à être une personne aidante naturelle. Plusieurs personnes aidantes naturelles disent que leur rôle est gratifiant. Donc, les gens affirment ressentir un sentiment d'accomplissement et apprécient le temps qu'ils passent avec leurs proches. L'aidance naturelle peut créer des moments de partage avec la personne aidée que peut-être vous n'auriez peut-être pas l'occasion de vivre en temps normal. Il y a également l'importance et le pouvoir de remplir des engagements.
Donc, surtout, il y a de la paix et du bonheur qui peut découler du fait de soutenir et de prendre soin de quelqu'un. Par contre, nous savons que les danses naturelles présentent plusieurs défis et que les danses naturelles durant la COVID-19 ont pour plusieurs personnes entraîné des répercussions sur leur bien-être émotionnel et physique. Et ces répercussions-là perdurent encore aujourd'hui. Regardons maintenant les répercussions de les danses naturelles qui peuvent être importantes et on doit vraiment les considérer de manière holistique. Donc, les personnes aidantes naturelles disent que cela a un impact sur leur temps, leur travail, leurs finances, leur propre santé mentale, émotionnelle et physique, ainsi que les relations qu'elles entretiennent avec les autres. Donc, je suis certaine que vous avez tous ressenti certains, sinon tous, ces impacts à un moment ou l'autre de votre parcours de soins. En termes de temps, donc oui, il y a le temps qui est passé à prodiguer des soins, donc le hands-on care, donc donner un soutien physique, apporter un soutien émotionnel. Mais il y a également les soins de longue distance. Donc, plusieurs gens voyagent à travers de villages, des villes, à travers des provinces, afin de prodiguer des soins de longue distance. Il y a également énormément de temps qui est pris à naviguer les systèmes, que ce soit les systèmes de soins de santé, les systèmes de services communautaires, on essaie de téléphoner la bonne personne, trouver le bon service, on joue à la tag téléphonique. Donc, tout ça prend beaucoup de temps également. Et puis, il y a également le temps que vous prenez à revendiquer les droits de votre récipiendaire de soins. Puis, cet engagement en temps, bien sûr, peut avoir un impact sur l'emploi ainsi que la conciliation travail et vie personnelle. Donc, on voit de plus en plus de personnes aidantes naturelles quitter leur emploi, prendre une retraite anticipée, réduire leurs heures de travail. Et plusieurs utilisent des bénéfices qui leur sont destinés, donc tels des journées de vacances, des congés de maladie. Donc, elles utilisent ces avantages qui sont destinés pour elles-mêmes, pour prendre soin de soi, mais elles utilisent ça pour continuer à prodiguer les soins à leur être cher. Au niveau des finances, donc, il y a l'inflation, personne n'est à l'abri de ça. Mais on remarque également que les personnes aidantes naturelles rencontrent des coûts plus élevés en lien avec la prestation de soins. Donc, les aidants naturels dépensent une plus grande partie de leurs finances personnelles et souvent, c'est afin de fournir des soutiens et des ressources appropriées ou supplémentaires à leurs proches vivant dans la communauté. Certains gens font face à une perte de revenus, de bénéfices et crédits d'impôt s'ils ont dû quitter leur emploi. Et puis, on remarque aussi là, une codépendance au niveau financier, donc entre les personnes aidantes naturelles et leurs récipiendaires de soins. Donc, souvent, on compte sur la pension, les bénéfices de l'un et l'autre pour soutenir des choses comme le loyer et ces choses-là. Donc, ce qui arrive parfois, c'est quand la personne qui reçoit les soins, soit déménage dans un centre de soins de longue durée, par exemple, ou décède, cela peut avoir un grave impact financier sur la personne aidante naturelle qui se retrouve maintenant là, sans le revenu, cette partie de revenu. L'impact sur les relations personnelles, donc, on est occupé avec la prestation de soins, on peut remarquer un éloignement de la famille, des amis. Et il y a également un changement dans la dynamique de couple qui peut survenir quand une personne devient aidante naturelle et l'autre personne récipiendaire de soins. Donc, tout cela mis ensemble a un impact direct sur la santé et le bien-être mental, émotionnel, physique et social. Et nous allons en parler plus longuement dans les prochaines diapos. Donc, nous allons maintenant entamer le contenu principal de notre webinaire de ce soir. Nous allons regarder la différence entre le stress et l'épuisement. Et nous allons revoir les signes et symptômes les plus courants de chacun. Donc, ce n'est pas un secret que les répercussions de l'aidance naturelle augmentent le niveau de stress chez les personnes aidantes naturelles. Les termes stress et épuisement sont souvent utilisés de manière interchangeable. Mais il est important de noter que le stress et l'épuisement sont en fait deux choses différentes
et sont malheureusement très souvent vécus par multiples personnes aidantes naturelles. Donc, le stress constitue une réaction physique et psychologique naturelle à un changement dans notre milieu. Donc, on ressent du stress lorsque notre corps et notre cerveau doivent réagir à ce changement. Donc, le stress est un sentiment normal et commun que la plupart des gens ressentent. Et le stress est une chose qui va et vient et qui peut être à la fois positif ou négatif. Donc, je me demandais si vous pourriez me donner un exemple d'un facteur de stress positif. Donc, si vous voulez vous essayer à faire un commentaire dans la boîte de discussion, je vais voir là vos commentaires. Acheter une nouvelle maison, oui, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent s'essayer? Oui, donc acheter une nouvelle maison, définitivement. D'autres exemples seraient faire un tour de montagne russe, aller en voyage et devoir prendre l'avion. Donc, un facteur de stress positif, c'est quelque chose qu'on choisit de faire, mais qui induit quand même une réponse au stress. Hein? Donc, aller en voyage, on veut prendre ce voyage-là, mais on a les petits papillons dans le ventre, prendre l'avion, ça nous stresse. Donc, c'est ça, là, un stress positif. Et puis maintenant, pour un exemple de stress négatif, je suis certaine que cela est un peu moins difficile. Donc, je ne sais pas si vous voulez vous essayer de mettre en commentaire un exemple d'un stress négatif. Donc, un stress négatif sont des choses comme votre récipiendaire de soins subit une chute, il doit être hospitalisé. Le simple fait d'avoir un diagnostic de cancer, c'est un gros stress également. Un proche est impliqué dans un grave accident de voiture et doit avoir des mois de réhabilitation. Donc, ce sont des exemples de stress négatif. Car un stress négatif, c'est généralement un événement qui est inattendu. Et puis, tel que mentionné, là, le stress est généralement associé à un événement à court terme. Donc, souvent, la personne aidante peut voir la fin de l'événement et la résolution du stress, donc la lumière au bout du tunnel. Mais ce qui arrive avec la prestation de soins, c'est que c'est quelque chose qui se fait souvent à long terme, surtout si on parle de quelqu'un qui a un diagnostic de cancer. On sait que ça peut être une période de temps prolongée avec les traitements puis tout ça. Et donc, c'est ça qui devient difficile, c'est que la résolution du stress est difficile à voir. Donc, voici certains exemples d'effets communs du stress sur votre corps, votre humeur et sur votre comportement. Donc, je vous laisse quelques secondes là pour regarder les différents effets du stress. Il est important de noter que le stress et l'épuisement ont souvent des symptômes qui se chevauchent. Donc, de son côté, l'épuisement chez les personnes aidantes naturelles est un état d'épuisement physique, mental et émotionnel. Donc, c'est quand on sent qu'on ne peut plus voir aucun espoir. L'épuisement est une réponse à un stress, comme j'ai mentionné, qui est étendu ou prolongé. Donc, quand le stress, là, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, c'est là que ça amène à l'épuisement. Donc, l'épuisement survient lorsque notre capacité à nous adapter au stress, ce qu'on appelle souvent la résilience, devient accablée. Donc, nous allons revoir les signes les plus courants de l'épuisement dans la prochaine diapo, mais il est important de noter les facteurs les plus courants qui peuvent conduire à l'épuisement chez les personnes aidantes naturelles. Donc, le premier facteur est le manque de soutien et de services. Donc, nous savons que notre système de soins de santé est souvent à court de ressources. Hein? Il y a une pénurie de personnel, il y a des listes d'attente pour certains services.
Il y a des services peut-être qui sont non disponibles dans votre région. Et puis, il y a également un manque de soutien informel. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a des membres de la famille ou des amis ou un entourage pour les aider et leur porter soutien. Un autre facteur qui bien souvent mène à l'épuisement chez les personnes aidantes naturelles est d'avoir des attentes élevées. Donc, en tant que personne aidante naturelle, vous pouvez avoir des attentes élevées envers vous-même et peut-être vous sentez-vous obligé d'être parfait dans les soins que vous prodiguez ou peut-être que vous pensez que vous pouvez faire tout seul. Donc, la majorité des aidants naturels ne sont pas des aidants naturels de carrière. Hein? Donc, je suis certaine que vous n'avez pas tous étudié pour être préposés aux soins personnels, infirmiers, travailleurs sociaux, ces choses-là. Donc, essayez d'être gentil avec vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être parfait dans votre rôle. Donc, visez pour être assez bon. Le manque de contrôle est un autre facteur. Donc, il y a un très gros facteur qui, bien souvent, amène à l'épuisement. Il peut y avoir des critères d'admissibilité qui excluent votre bénéficiaire de soins à recevoir certains services. La conformité du bénéficiaire de soins en est un gros. Donc, nous connaissons tous des gens qui refusent de recevoir de l'aide à domicile, ne veulent pas que quelqu'un entre dans leur domicile. Il peut y avoir un refus de prendre une médication, d'utiliser sa canne ou sa marchette. Donc, des choses comme ça. Et puis, il y a également la frustration qui vient avec le manque d'argent, de ressources et de compétences pour planifier, gérer et organiser efficacement les soins de votre proche. Et finalement, il y a également les exigences déraisonnables. Donc, il se peut que d'autres vous imposent des exigences déraisonnables. Ça peut être des gens de votre entourage. Ça peut même être votre bénéficiaire de soins qui pense que vous êtes infaillible, vous êtes superwoman, superman, et puis que vous pouvez tout faire en même temps. Mais il se peut aussi que vous vous imposez des exigences déraisonnables à vous-même. Donc, le rapport Plein Feu de 2022 a révélé que 2/3 des personnes aidantes naturelles disent avoir éprouvé des sentiments d'impuissance, d'épuisement et de difficulté à continuer à assumer leurs responsabilités d'aidance naturelle. Et près de la moitié de celles qui jouent ce rôle depuis moins de 2 ans disent se sentir ainsi. Donc, les personnes aidantes naturelles s'épuisent vraiment à un rythme alarmant. Donc, voici maintenant quelques-uns des signes les plus courants de l'épuisement. Il est à noter que vous n'avez pas besoin de ressentir tous ces signes en même temps pour être en état d'épuisement. Mais certains exemples incluent se retirer ou se désintéresser des activités que vous aimiez auparavant. Peut-être que vous avez un loisir que vous ne pratiquez plus. Peut-être que vous négligez vos propres besoins physiques et émotionnels. Peut-être que vous avez arrêté de faire de l'exercice et de bien manger. Vous vous êtes éloigné de vos amis et votre famille. Vous avez l'impression que l'aidance naturelle contrôle votre vie. Vous devenez inhabituellement impatient, irritable ou agressif envers la personne aidée et ou les autres. Donc, si on vous demande une fois de plus, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ou si vous devez reprogrammer la télécommande du téléviseur une autre fois, vous vous sentez que vous allez craquer. Donc, d'autres signes peuvent inclure des maux de tête, des maux d'estomac, des problèmes physiques, une fatigue accablante, des problèmes de sommeil, des changements dans les habitudes alimentaires et des fluctuations de poids. Donc, les personnes aidantes naturelles ressentent ces signes, des signes d'épuisement à différents stades de leur parcours de soins. Et souvent, ce qui arrive, c'est que ces sentiments se normalisent jusqu'à ce que nous les remarquions plus. Non, ça va, je ne suis pas stressée, tout va bien, on est comme sur autopilote un peu. Mais ce qu'on doit réaliser, c'est que notre esprit et notre corps ressentent toujours les effets de ce stress et de l'épuisement. Donc, nous allons maintenant jeter un coup d'œil à un questionnaire d'auto-évaluation sur le bien-être des aidants naturels.
Donc, ce questionnaire fait partie d'une trousse qui est publiée par l'Ocano. Donc, la trousse « Je suis une personne aidante naturelle ». Et la trousse va être partagée avec vous là, dans un courriel de suivi. Donc, je vais partager l'information avec Teresa et elle va partager cela avec vous. Donc, je vous demande maintenant de regarder à ces questions. Et si vous voulez prendre quelques minutes, vous pouvez compléter le quiz. Et ce que je vous demande, c'est de prendre en note vos résultats. Donc, prenez en note là, votre réponse à chaque question et additionnez votre score à la fin. Et si vous voulez partager votre score dans la boîte de discussion, une fois que vous avez terminé, nous allons pouvoir là, en discuter ensemble. Donc, je vous laisse quelques minutes là, pour passer à travers les questions. OK. Oui, donc le questionnaire fait partie de notre trousse, de la trousse « Je suis une personne aidante naturelle ». C'est une trousse qui est publiée par l'Ocano. On va partager avec vous le lien là, pour avoir accès au quiz. Par contre, je ne peux pas vous dire là, de quel outil spécifiquement ceci vient. Il faudrait vraiment que je retourne regarder dans mon guide pour voir si c'est indiqué. Mais comme vous pouvez le constater, les 9 questions qui composent le quiz abordent les signes les plus courants de l'épuisement. Donc, je suggère souvent aux gens d'afficher cet outil sur leur réfrigérateur, le mettre à côté de leur lit ou quelque part où elles le verront et le passeront en revue rapidement de temps en temps, car c'est un bon moyen pour vérifier où vous en êtes en ce qui concerne vos propres sentiments de stress et d'épuisement. Parce qu'on sait que les niveaux de stress et les expériences changent de jour à jour, donc c'est un bel outil pour réfléchir sur où vous en êtes concernant vos propres sentiments. Donc, est-ce que quelqu'un veut partager son résultat? Que vous avez eu la chance de compléter le quiz? Donc, je vais enchaîner et je vais regarder un œil sur la boîte chat si jamais il y en a qui veulent partager leurs résultats. Donc, vous pouvez voir ici que plus votre note est basse, plus vous gérez bien la situation et plus elle est élevée, plus vous êtes proche de l'épuisement. Donc, les gens qui ont un résultat entre 0 et 10, vous vous débrouillez probablement bien. Cependant, il est toujours important de réfléchir à des moyens d'empêcher l'accumulation de stress. Si vous êtes entre 11 et 15, vous avez peut-être besoin d'un peu plus d'aide. Donc, essayez de déterminer les éléments qui vous causent du stress. Vous n'allez pas pouvoir tout changer, mais vous pourrez peut-être demander de l'aide pour certaines tâches ou apporter des changements pour soulager une partie du stress. Et nous allons en parler dans quelques minutes. Si vous êtes entre 16 et 19, vous êtes peut-être en train de vivre une détresse et vos responsabilités de personne aidante naturelle peuvent déjà avoir des répercussions sur votre bien-être physique et émotionnel. Donc, il est important de parler à votre médecin ou un professionnel de la santé, à un membre de la famille, à un ami, ou vous joindre à un groupe de soutien pour vous aider à réduire votre niveau de détresse. Et puis, si vous avez un résultat là, de 20 et plus, vous êtes en train de vous épuiser en tant que personne aidante naturelle. Donc, encore une fois, pour vous protéger votre santé physique et mentale, on vous encourage fortement à parler sans tarder à votre médecin ou un professionnel de la santé. Et puis, les mêmes suggestions là, au niveau de parler également avec des membres de la famille ou vous joindre à un groupe de soutien. Donc, ce qu'on encourage vraiment les aidants naturels, c'est d'être proactifs au lieu d'être réactifs.
Donc, la prévention active nous aide à avoir une bonne santé mentale et physique autant que possible pendant ces périodes de stress. Donc, nous allons maintenant regarder une petite vidéo pour nous partager des idées de ce qu'on peut faire pour promouvoir notre bien-être physique et mental. Donc, allons-y. Prendre soin de quelqu'un signifie se rendre responsable de ses besoins et de son bien-être. Vous êtes leur ligne de vie. C'est stressant. On a l'impression qu'on n'a pas le temps de s'occuper de ses propres besoins ou qu'on n'a aucune aide pour réduire son stress. Peu importe, s'il n'est pas maîtrisé, le stress peut nuire à la santé mentale. Il faut être proactif. Mais comment améliorer son bien-être mental quand son temps est limité? Commençons par examiner quelques stratégies de prise en charge comme celle-ci. Pendant quelques minutes, faites quelque chose qui vous stimule, vous détend ou vous nourrit, comme écouter de la musique, faire de la méditation, des exercices de respiration et d'étirement ou quelque chose qui nous fait rire. Il n'est pas nécessaire que les stratégies de prise en charge soient très longues. Voici un simple exercice de respiration qu'on peut pratiquer quand on est stressé. Il s'agit de la respiration compartimentée. On commence par inspirer profondément pendant 4 secondes en gonflant le ventre. Puis, on retient son souffle pendant 4 secondes. Puis, on expire pendant 4 secondes. Puis, on retient sa respiration pendant 4 secondes avant d'inspirer de nouveau. On recommence l'exercice jusqu'à ce qu'on se sente mieux. Faites-en l'essai et voyez si cela fonctionne dans votre cas. Quand vous aurez plus de temps, sortez dehors. Le simple fait de respirer de l'air pur, d'observer et d'entendre ce qui se passe autour de soi stimule les sens et calme l'esprit, ce qui aide à ressentir au lieu de penser et à vivre dans le moment présent et en toute quiétude. La tenue d'un journal est une autre stratégie utile. Le fait de noter ses pensées et ses sensations d'anxiété aide à les maîtriser, à se calmer et à se demander ce qu'on veut obtenir d'autrui pour conserver son énergie. Il est bon aussi de réfléchir à sa contribution à titre d'aidant naturel quand on a peur de ne pas en faire assez. À retenir, prendre soin de soi aide beaucoup à favoriser une bonne santé mentale. Les stratégies de soutien social sont aussi importantes. Apprenez comment demander de l'aide et à l'accepter. Essayez de dresser la liste de vos tâches quotidiennes et de savoir ce que vous pouvez déléguer. Prenez le Je vais arrêter la vidéo ici car on va justement en parler de ce qu'on peut partager en termes de temps de tâches. parler. J'ai toujours un petit peu de difficulté à changer la diapo après la vidéo. Donc, voici. Donc, quoi d'autre est-ce qu'on peut faire afin de pratiquer la prévention active? D'autres exemples de prévention active peuvent inclure des choses comme l'hygiène du sommeil. Donc, essayer de se coucher à la même heure le soir, de se réveiller à la même heure le matin. Définitivement plus facile dit que de le faire, mais c'est encouragé. Avoir une alimentation adéquate. Donc, non seulement là, des proportions adéquates de glucides, de lipides et de protéines, mais manger à des intervalles réguliers. Souvent, ce qui arrive, on est occupé et puis, oups, on réalise qu'il est rendu 3 heures puis on n'a même pas rien mangé dans la journée. Faire de l'exercice. Et faire de l'exercice, là, vous n'êtes pas obligé de vous abonner à un gym, d'aller faire des randonnées dans le bois. Mais peut-être commencer par essayer de prendre une petite marche de 10 minutes, 1 à 2 fois par jour, c'est un bon début. Prendre des pauses réparatrices. Donc, lorsque vous avez du temps pour faire une pause, donc du temps pour vous-même, profitez-en au maximum. Et n'oubliez pas que la pause est pour vous. Ce qu'on voit souvent chez les personnes aidantes naturelles, c'est que lorsqu'elles ont un moment, elles ne savent pas trop quoi faire d'elles-mêmes. Et puis là, elles se disent, oh, bon, j'ai 5 minutes, je vais aller remplir un formulaire en ligne là, pour le service que je veux appliquer là, pour mon bénéficiaire de soins. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que passer d'une tâche physique à une tâche cognitive, mais qui en vient toujours de votre rôle d'aidance naturelle, mais ça ne constitue pas une pause réparatrice pour vous. Donc, c'est à garder en tête là, que ces pauses-là sont pour vous à faire des choses pour votre bien-être.
Les pratiques respiratoires. Donc, ça, c'est vraiment là, numéro 1 pour moi. C'est quelque chose que je pratique de façon régulière moi-même. Donc, vous pouvez rechercher différentes techniques de respiration en ligne. Il existe également de nombreuses applications téléphoniques gratuites sur la respiration que vous pouvez télécharger. Mais personnellement, j'aime bien l'exemple de la technique de la respiration carrée qui a été démontrée dans la vidéo. Donc, assis bien droit, vous inspirez pendant 4 secondes, vous retenez votre souffle pour 4, expirez pour 4 et puis retenir votre souffle pendant 4 secondes. Donc, si vous répétez ça là, 2 à 3 fois, vous allez ressentir déjà que vous vous sentez plus calme. Donc, c'est juste ça, ça baisse un peu le niveau de stress et d'anxiété. Et puis, si vous avez obtenu une note un peu plus élevée au questionnaire, bien, il est peut-être temps de recourir à du soutien professionnel. Donc, vous pouvez avoir recours à un service de counseling, un soutien formel ou informel, parler à votre médecin. Si vous avez un coordonnateur de soins pour votre récipiendaire de soins, dites-leur que vous avez besoin d'aide pour vous-même également. Et puis, nous vous encourageons fortement à recourir au soutien professionnel si vous vivez l'une des situations suivantes. Donc, avoir une peur et des inquiétudes persistantes. Donc, toujours avoir un sentiment de danger imminent, de panique ou de catastrophe. Si vous avez une tristesse qui est persistante, donc des crises de larmes, pleurer pour rien du tout ou pleurer pour des petites choses qui ne vous auraient pas dérangé auparavant. Si vous faites face à une perte financière, si vous vivez des cauchemars ou des flashbacks d'un événement traumatisant, il se peut que vous souffriez d'un choc post-traumatique. Donc, le choc post-traumatique, ça existe auprès des aidants naturels. Si jamais vous faites face à des perturbations de la vie familiale, vous n'êtes plus capable de vous occuper des enfants, vous êtes confronté à un divorce ou une séparation parce que votre prestation de soins peut-être prend trop de votre temps. Si vous avez une vie sociale restreinte, si jamais vous avez prenez moins soin de vous-même. Donc, si vous avez une mauvaise hygiène du sommeil, vous négligez votre hygiène personnelle. Si jamais vous buvez plus que ce qui est recommandé par Santé Canada ou si vous prenez plus que la dose prescrite de médicaments, par exemple. Et définitivement, si vous avez des pensées suicidaires, donc pensez que vous ne voulez pas être en vie, que vous n'avez pas dû être né, que votre famille serait mieux sans vous, recourez là, sans tarder à des services d'urgence. Donc, on vous encourage à téléphoner une ligne de crise ou faire appel au 911. Bon, alors, nous allons regarder un autre outil qui est disponible dans la trousse « Je suis une personne aidante naturelle ». Donc, une partie du défi posé par l'aidance naturelle et l'une des raisons derrière le stress et l'épuisement, comme on a mentionné tout à l'heure, c'est le manque de soutien. Donc, voici une autre activité qui se trouve à la page 3 du guide. Et comme vous pouvez voir par la liste, là, il s'agit des activités quotidiennes que vous faites au quotidien pour la personne auquel vous vous occupez. Donc, commencez par personnaliser la liste ou en créer une de vous-même afin que la liste d'activités soit à jour et reflète vraiment votre expérience. Donc, dans le fond, faites le bilan de tout ce que vous faites pour votre bénéficiaire de soins au cours d'une journée. Maintenant, mon défi pour vous est d'essayer de penser à la délégation et s'il y a d'autres personnes qui pourraient également faire ces tâches. Par exemple, y a-t-il quelqu'un qui pourrait conduire et accompagner votre bénéficiaire de soins pour leur traitement de cancer, pour les apporter à un rendez-vous chez le médecin? Est-ce que quelqu'un pourrait aller chercher des médicaments à la pharmacie ou faire des courses pour vous? Vous pouvez également penser à des soutiens formels que vous pouvez mettre en place, comme des services de popote roulante, par exemple. Ça peut vous aider à réduire la planification et la préparation des repas. Ou faire appel à un service d'entretien ménager, comme ça, vous pouvez focuser sur d'autres tâches.
Et pour de nombreuses personnes aidantes naturelles, donc le fait de faire soi-même peut sembler être un moyen plus rapide et plus efficace de faire avancer les choses. Mais je dirais que vous pouvez garder ces tâches que seulement vous pouvez faire et commencer à déléguer certaines des autres choses pour vous aider. Donc, ça permet à vous et votre bénéficiaire de soins d'avoir une pause, l'un et l'autre. Et 2, ça vous permet à vous d'avoir du temps pour prendre soin de vous et de faire le plein. Donc, nous connaissons tous des gens qui viennent nous voir. Là. Donc, on a un nouveau diagnostic de cancer ou on s'est cassé la cheville. Peu importe, on a des gens qui arrivent à notre porte et puis qui nous disent « Regarde, Roxane, je suis vraiment désolée de ce qui t'est arrivé. Je suis vraiment désolée d'apprendre cette nouvelle. Si jamais il y a quoi que ce soit que je peux faire pour toi, laisse-moi savoir. » Puis ils disent « Tiens, je t'ai préparé une belle lasagne. » Puis ensuite, on n'entend plus parler de ces gens-là. Donc, c'est une excellente façon de commencer à constituer votre équipe de soutien informel. Ça vous donne l'occasion de retourner vers ces personnes et de leur dire « Est-ce que tu te rappelles quand tu m'avais offert de l'aide? Bien, j'ai réfléchi et puis, est-ce que tu serais disponible de m'aider à apporter John à son traitement à chaque jeudi, par exemple? » Souvent, les gens veulent bien faire, mais ils ne veulent pas non plus constamment nous demander si on a besoin de l'aide. Donc, c'est vraiment à vous de prendre charge de la situation et puis de faire appel à ces gens-là dans votre entourage qui, souvent, vont se faire un plaisir de vous donner un coup de main. Donc, examinons maintenant ce que vous pouvez faire pour prendre soin de vous-même. Donc, pour de nombreuses personnes aidantes naturelles, le terme prendre soin de soi ou self-care peut être un terme là, qui semble un peu négatif parce que ça peut être frustrant d'avoir quelqu'un qui ne connaît pas votre situation vous dire ah, ben, va prendre un bon bain moussant ou va faire une longue marche, ces choses-là. Donc, je comprends. Il n'y a pas toujours le temps de prendre soin de soi. Et pour de nombreuses personnes aidantes naturelles, vous ne figurez même pas sur la liste de choses à faire dans une journée. Par contre, comme on a vu dans la petite vidéo, prendre soin de soi n'a pas besoin de prendre des heures ou des jours. Donc, prendre quelques minutes, quelques fois pendant la journée pourrait vous aider à affronter la journée. Donc, prenez un moment pour regarder la diapositive et réfléchir aux questions. Et puis, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous voulez partager votre activité préférée de self-care dans la boîte de chat. Donc, si vous voulez partager là, une activité que vous faites là, régulièrement qui vous aide à prendre soin de vous-même. Donc, si on regarde les différentes catégories, donc au niveau physique, prendre des marches, ça peut être un exemple, mais ça peut également être des choses comme juste s'étirer, faire du yoga, des choses comme ça. Les activités émotionnelles peuvent inclure des choses comme la méditation, faire de l'art ou de l'écriture créative, par exemple. Et les activités sociales peuvent inclure passer du temps avec les amis, la famille, et justement, téléphoner quelqu'un pour ventiler. Donc, ça tombe pile sur mon activité sociale aussi. C'est une bonne idée, un appel téléphonique pour recevoir du soutien émotionnel, mais aussi pour avoir un peu là, de temps social. On peut même penser à planifier un appel téléphonique hebdomadaire avec un ami ou un membre de la famille, ou inviter un ami pour un café. Et puis, les activités professionnelles peuvent inclure des choses comme faire du bénévolat, apprendre une deuxième langue ou suivre un cours de perfectionnement professionnel. Et puis, les activités de soins spirituels. Donc, oui, pour certaines personnes, il peut s'agir de fréquenter un établissement religieux, mais spirituel ne signifie pas nécessairement religion. Donc, il s'agit de n'importe quel système de croyance. Donc, ça peut être faire du yoga, passer du temps en nature, etc. Donc, ce que j'encourage les gens à faire, c'est de prendre ces 5 catégories.
Et puis, d'écrire vos idées d'activités de prendre soin de soi pour chaque catégorie. Vous pouvez vous créer des petites enveloppes ou des petits bocaux à la maison et puis mettre ces idées-là dans les bocaux respectifs. Puis quand vous avez ce temps-là pour prendre soin de vous-même et vous ne savez pas quoi faire, retournez à ces bocaux, ces petites enveloppes, regardez les idées que vous avez écrites. Et puis, ça peut vous aider à avoir des idées dans votre poche arrière de ce que vous pouvez faire pour vous-même. Donc, regardons l'analogie de la batterie. Et l'analogie de la batterie prend différentes formes selon la personne avec qui vous parlez. Mais essentiellement, si vous vous considérez comme une batterie rechargeable, nous aimerions que vous soyez toujours dans la zone verte foncée tout le temps. Mais nous savons que ce n'est simplement pas réaliste. Donc, se fixer un objectif de se garder dans la zone jaune ou vert pâle est un bon point de départ. Puis, il faut comprendre que chaque tâche qu'on fait dans une journée, bonne ou mauvaise, consomme notre énergie ou la durée de vie de la batterie, si vous voulez. Prendre soin de soi, c'est un moyen de recharger cette batterie pour se maintenir justement dans cette zone-là jaune ou vert pâle. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne laisse pas la batterie de mon cellulaire descendre jusque dans la zone rouge. Hein. C'est quelque chose habituellement qu'on évite et c'est la même chose pour vous. Donc, regardons maintenant un petit peu rapidement où vous pouvez trouver du soutien à travers le Canada. Et puis ensuite, on va enchaîner avec la période de questions et commentaires. Donc, je ne passerai pas à travers toutes les agences à travers le Canada, mais il y a des organismes ou des corps gouvernementaux dans chaque province. Et puis, chaque organisme est indépendant. Donc, les services pour les personnes aidantes naturelles, il y en a qui sont axés sur certaines maladies et des conditions spécifiques, comme Cancer de la vessie Canada. Mais la liste ici, c'est vraiment décrit seulement les services généraux pour les personnes aidantes naturelles. Et puis, ça va être partagé avec vous également dans les prochains jours. Et puis, d'autres sources où vous pouvez trouver de l'information, c'est le Centre canadien d'excellence pour les aidants. Il y a Carers Canada. Malheureusement, l'information est seulement en anglais. Et puis, il y a Young Caregivers Association. J'ai regardé leur site web, le petit piton français est là, mais l'information n'a pas l'air d'être en français. Donc, peut-être un petit avertissement sur celui-là. Donc, très, très rapidement, parce qu'Alain a lu un peu d'informations en l'introduction, mais c'est ça. Donc, le SANO, nous, on existe vraiment pour soutenir les 4 millions de personnes aidantes naturelles en Ontario. On a été établi au printemps 2018. Et puis, on est un organisme indépendant à but non lucratif et un organisme de bienfaisance enregistré. Et on est financé en partie par le ministère de la Santé de l'Ontario. Donc, s'il y en a d'entre vous qui se situent en Ontario, voici quelques-uns des services qu'on offre à l'OSANO. Donc, on a entre autres une ligne d'assistance où vous pouvez téléphoner pour prendre compte des ressources qui sont disponibles à vous dans votre communauté. On offre du soutien par les pairs, donc soit individuel ou en groupe. On a un programme qui s'appelle Ancré, qui est offert 2 fois par année. C'est un programme psychoéducationnel qui cible la santé mentale et le bien-être des personnes aidantes naturelles. Et puis, on offre beaucoup d'éducation, donc soit des webinaires, des trousses d'information, comme la trousse « Je suis une personne aidante naturelle ». Vous pouvez trouver des cours d'apprentissage en ligne sur notre site web également et vraiment plein d'autres choses. Vous donner une idée de quoi d'autre vous pouvez trouver sur notre site web. Donc, des fiches d'information, on a du contenu spécifique au diagnostic, on a un balado, donc un podcast. Vous pouvez trouver notre calendrier d'événements à venir et plus encore. Donc, je voulais regarder maintenant avec vous où vous pouvez trouver du soutien et des programmes pour vous-même.
et les services, excusez-moi, et les agences que vous pourriez considérer d'accéder. Donc, vous pouvez demander de l'aide auprès d'un organisme spécifique à une maladie, donc comme Cancer de la Vessie Canada. Il y a également le 211. Donc, 211 est disponible à travers le Canada. Et puis, le 211 connecte les gens avec les informations et les services appropriés dans leur communauté. Donc, le 211, est confidentiel. Vous n'avez même pas à donner votre nom ou vos informations personnelles. Il y a ensuite de nombreux organismes provinciaux pour aidants naturels, comme j'ai mentionné auparavant. Puis, si vous n'êtes pas certaine là, de quel organisme existe dans votre province, dans votre région, vous pouvez téléphoner 211 et ils vont vous mettre là, sur la bonne piste. Programme de soutien par les pairs. Donc, souvent, les personnes aidantes naturelles nous disent qu'elles veulent simplement parler à d'autres gens qui comprennent leur situation ou qui peuvent offrir des conseils pratiques. Puis, les personnes aidantes naturelles expérimentées savent à quel point être un aidant naturel peut être difficile. Donc, envisagez de vous joindre à un groupe de soutien par les pairs. Donc, je sais qu'il y a des groupes de soutien anglophones avec Cancer de la Vessie Canada. Je ne suis pas certaine au côté francophone. Je sais qu'on va en parler là, à la fin du webinaire. Mais vous pouvez toujours téléphoner 211 tel que suggéré et puis vous informer sur les différents programmes de soutien par les pairs disponibles dans votre entourage. 90 secondes sur l'aidance naturelle. C'est une belle petite infolettre qui a été créée par le Dr. Patrick McGrath, qui est un psychologue clinicien canadien qui travaille avec une équipe d'experts en santé. Donc, la lettre prend environ 90 secondes à lire et comprend des informations sur un sujet de santé pertinent, des conseils pratiques, ainsi qu'une enquête d'auto-évaluation suivie d'informations et de suggestions personnalisées. Et ça peut vous aider à améliorer votre bien-être en général, la confiance en soi et augmenter la capacité à gérer le stress qui accompagne souvent la prestation de soins. Donc, si vous habitez en Ontario, c'est disponible à vous inscrire sur notre site Web. Je pensais initialement qu'il y avait d'autres agences à travers le Canada qui offraient la même chose, mais pour l'instant, il semble que non. Par contre, là, comme je vous ai mentionné, si vous habitez en Ontario, n'hésitez pas à vous inscrire. Et ceci conclut ma présentation. Donc, j'espère vraiment que vous avez pu trouver certaines informations utiles et que vous repartez au moins avec un outil ou une stratégie ou une ressource que vous pouvez intégrer à votre parcours d'aidance naturelle. Donc, je vais maintenant arrêter le partage de l'écran et on va pouvoir passer aux questions. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Madame Dion-Boudreau, pour cette excellente présentation. C'était vraiment très intéressant. Je suis certain que les informations, les conseils et puis les ressources que vous avez partagées vont aider plusieurs de nos personnes proches aidantes. En ce que moi, j'ai retenu l'analogie de la batterie. Super intéressant. Alors maintenant, nous allons passer à la période des questions. Veuillez utiliser le bouton « Lever la main » si vous voulez poser la question vous-même ou encore vous pouvez écrire la question dans le chat et puis nous allons lire les questions. Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut poser une question? Peut-être en attendant que les gens écrivent leurs questions, Madame Dion-Boudreau, est-ce que, si, admettons, moi je suis une personne qui est proche aidante, est-ce que c'est correct de demander à la personne qu'on veut aider ce qu'elle attend de nous? Oui, absolument. Donc, il n'y a aucun mal à demander à la personne si elle a besoin de soutien. Quelque chose d'autre que je peux suggérer, c'est un peu comme on a vu la liste d'activités que la personne aidante naturelle fait dans une journée. On peut proposer un peu la même chose aussi à une personne qu'on veut aider. Donc, on peut lui proposer, est-ce que vous pouvez faire une liste de choses avec lesquelles vous avez besoin de soutien? Puis ensuite, vous pouvez voir lequel de ces activités-là que vous sentez que vous pouvez aider. Donc, c'est important de respecter la personne dans ses souhaits également. Donc, si elle n'a pas besoin d'aide,
Mais par contre, je crois qu'il n'y a aucun malice là, à demander. Et puis, souvent, les gens sont seulement réticents à demander de l'aide. On a une question de Marie-Claude. Comment se comporter avec les soignants qui ne procèdent pas comme nous le proche? Donc, en tant qu'aidant naturel, ouais, c'est difficile, hein? Et ce qui est difficile, c'est quand on est l'aidant naturel primaire, on partage le quotidien de la personne, on peut être plus au courant là, des soins qui sont disponibles, des soins à prodiguer. Puis oui, il peut y avoir conflit entre les parties qui sont aidants naturels. C'est difficile. Ce que je peux suggérer, c'est peut-être de demander aux proches. Donc, si le proche a les compétences cognitives là, pour vraiment comprendre, vous pouvez leur demander quelle approche ils préfèrent. C'est peut-être de s'asseoir ensemble puis dire, j'apprécie ton aide, par contre, j'aime mieux procéder de cette façon-ci pour raison X, Y, Z. Donc, je crois vraiment que ça revient à la communication. Donc, vraiment essayer d'avoir une communication ouverte. Dépendamment de votre région, si vous avez un coordonnateur de soins pour la personne auquel vous vous occupez, parfois il peut y avoir là, des rencontres où est-ce qu'on apporte les proches ensemble avec les différents professionnels et puis on discute, là, puis on essaie de résoudre des problèmes ensemble. Donc, ça peut être une autre suggestion. Mais c'est difficile, il y a des conflits qui surviennent là, quand on prodigue des soins, puis qu'on est plusieurs à avoir la main à la pâte, si vous voulez. Là. Marie-Lie écrit « Parfois, c'est difficile d'identifier nos besoins et encore davantage d'en parler. Est-ce que vous avez des conseils? » Absolument. Puis c'est quelque chose qu'on remarque aussi, c'est comme par exemple dans notre enquête là, qu'on fait pour notre rapport plein feu, il y a plusieurs aidants qui ne savent pas ce quoi ils ont besoin. Donc, première étape pour vraiment là, vous aider, c'est de faire cette liste-là d'activités. C'est en faisant cette liste-là de toutes les choses que vous faites dans la journée que vous allez pouvoir avoir les choses là, vraiment toutes ensemble puis voir, OK, mais c'est quoi qui m'achale là-dedans? C'est quelle activité qui prend plus de mon énergie? Et puis, je pense que c'est en créant cette liste-là qui va vous aider à voir c'est quoi vos besoins, c'est où vous voulez du soutien. Donc, c'est la première chose auquel je peux suggérer. Puis, je sais que c'est difficile d'en parler, mais c'est pour ça qu'on a des webinaires comme ça, on essaie de apporter l'attention au fait qu'il y a plusieurs personnes aidantes naturelles, on n'est pas seul, puis il y a définitivement là, une communauté d'aidants naturels partout au Canada. Peut-être une petite dernière question. Comment aider une personne qui est réticente à recevoir de l'aide? Oui, c'est difficile, hein? Je pense que ça peut être un peu la même suggestion là, que demander à la personne ce qu'elle a besoin comme aide, mais ça peut être un peu la même chose pour une personne qui est réticente à demander de l'aide. Donc, peut-être faire dire, je sais peut-être que tu veux pas de soutien à ce moment-ci. Est-ce que tu veux dresser une liste de choses peut-être dans le futur auxquelles tu penses peut-être avoir besoin de soutien? Vous pouvez leur faire des suggestions. Mais je pense que c'est d'être là pour la personne et puis garder la communication ouverte. Puis quand la personne va être prête, elle va pouvoir vous dire qu'elle a besoin de soutien. OK. Bien, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va se préparer à se laisser. Mais avant, j'ai quelques messages encore pour vous. Alors, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur notre groupe de soutien pour les personnes proches aidantes anglophones, veuillez envoyer un courriel à Mary et Cynthia à caregivers@commercial-cancercanada.org. Si vous avez apprécié cette session, veuillez consulter nos autres événements éducatifs à venir qui sont affichés sur notre site web.
Le lien direct est dans le chat. Teresa vient de le mettre. Le prochain séminaire de Cancer de la vessie Canada sera un événement qui va être tenu en personne à Hamilton, en Ontario, le 18 mai, et c'est un événement qui se tient en anglais. Nous travaillons aussi sur la préparation d'un autre webinaire en juin qui va porter sur la gestion d'un diagnostic de cancer. Teresa a partagé aussi, je crois, dans le chat, là, un lien vers un petit sondage rapide d'appréciation qui sera également envoyé par email demain. On apprécierait beaucoup si vous pouviez prendre quelques minutes de votre temps pour répondre à ce sondage, pour nous transmettre vos commentaires sur le webinaire d'aujourd'hui et nous faire part aussi de vos suggestions pour les prochains webinaires. Si vous avez besoin d'aide pour répondre au sondage ou si vous avez d'autres commentaires ou questions, vous pouvez toujours appeler au 1-866-674-8889 ou envoyer un courriel à info@cancerdelavessiecanada.org. Je vous rappelle que cette présentation était enregistrée, qu'elle sera téléchargée sur notre site web dans les prochaines semaines. Nous enverrons un courriel à tous les gens qui étaient inscrits lorsque la présentation sera disponible sur le site web. Finalement, j'aimerais remercier encore Mme Roxane Dion-Boudreau et l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario pour la séance d'aujourd'hui. Et merci beaucoup à vous tous pour votre présence. Alors, merci à tous, bonne soirée et à la prochaine.